L'histoire débute dans un embouteillage. Pendant ce temps, un garçon joue avec son téléphone en marchant. Une personne a dit qu'à cause de son anniversaire, la famille devait se réunir, alors nous devrions rentrer tôt. Mais cet homme a dit qu'il avait déjà des projets avec son ami et l'autre lui a demandé d'apporter un cadeau. Alors, le temps ne cesse de passer. La personne dans le message lui demande quand il arrivera, car tout le monde est déjà au café, mais le garçon répond qu'il ne peut pas venir, mentionnant qu'il les verra le lendemain. En marchant, le garçon heurte quelqu'un qui l'appelle alors idiot et le protagoniste s'excuse pour l'incident. Ensuite, le jeune homme se demande ce que Juno pourrait aimer comme cadeau d'anniversaire. Au même moment, un bruit fort a commencé à envelopper la région. Les gens autour de lui étaient perplexes partout. Puis, la foudre traversa le ciel et une explosion se produisit. Par conséquent, plusieurs accidents de la route commencèrent à se produire. Un autre éclair frappa le bâtiment voisin. Par conséquent, une autre explosion se produisit. Les gens désespérés commencèrent à fuir, tandis que plusieurs éclairs se dirigèrent vers l'endroit et commencèrent à frapper toute la ville. Pendant ce temps, le protagoniste, avec les autres, fuit également. Il regarda de côté et remarque une fille qui demande de l'aide. C'est comme s'il lui avait dit de venir vers lui, mais en même temps, la fille a été frappée par une ambulance. Le protagoniste fond en larmes et se demande ce qui s'est passé et si ce n'est qu'un rêve. Ensuite, le garçon se retrouve devant un camion, mais avant d'être heurté, quelque chose d'étrange se passe. Le temps passe et la nuit, un éclair semble avoir frappé quelque part. C'est à ce moment-là que le protagoniste se réveille, surpris de découvrir qu'il est encore vivant et se demande où il est, car il croit avoir été heurté par un camion. En levant les yeux, il devient perplexe car plusieurs monstres entourent la zone. Confus, il se demande ce qui se passe et pourquoi il n'est pas habillé. Peu de temps après, le jeune homme se lève et semble surpris de quelque chose, car il se retrouve face à un ours géant. Cependant, en quelques secondes, il est attaqué par une meute de loups. La scène passe ensuite à un médecin qui analyse certaines données et dit qu'il s'est réveillé sur une planète avec 2 satellites et une forêt pleine de monstres et se demande comment il a réussi à revenir vivant d'un tel endroit. Cependant, les jeunes semblent inquiets de quelque chose. Le flashback de la défaite de l'ours apparaît. Le loup se met alors à dévorer l'ours. Le protagoniste, voyant tout cela, est désespéré. Pendant ce temps, un loup blanc apparaît derrière lui. Le garçon remarque soudainement la créature. En conséquence, il commence à courir sans arrêt pour survivre. Il lui a donné tout ce qu'il avait. À ce moment-là, le système lui a indiqué que son physique avait été amélioré à un niveau. Voyant tout cela, le protagoniste est perplexe. Mais il trébuche sur une pierre et commence à rouler sur la montagne, tombant de la falaise. Cependant, le garçon a réussi à s'attraper à quelques buissons et a réussi à survivre, se demandant ce que c'était le bruit plus tôt. Regardant autour de lui, il a été surpris de trouver un fruit devant lui, mentionnant qu'il avait faim et se demandant s'ils étaient comestibles. Mais quand il regarda de côté, il remarqua que des fourmis mangeaient ces fruits. Il commença donc à les manger sans remords. Mais en même temps, il entendit une voix dans les buissons et une créature aux yeux perçants le regardait. Puis un gros serpent se précipite sur le garçon. Mais quelques secondes plus tard, il est dévoré par une grosse grenouille. Le jeune homme qui regardait tout cela ne pouvait toujours pas croire ce qu'il voyait. Cet endroit était tout simplement fou. Mais en fait, c'était peut-être lui qui était fou. Et au fil du temps, il était venu à cet endroit depuis 67 jours. Et auparavant, les loups le suivaient et n'avaient pas abandonné. C'est pourquoi le garçon craint qu'ils le prennent au dépourvu à tout moment. De plus, il y a quelque chose de plus dangereux dans la forêt que le loup. Il doit donc trouver un endroit sûr. Encore une fois, le temps passait et il faisait 1 an depuis qu'il était allé à cet endroit. En levant les yeux, le protagoniste a trouvé une banane énorme. Alors il a commencé à attraper la grosse banane. Le système lui rappelle que sa puissance est montée au niveau 1 et on peut déjà voir que le garçon est déchiré. En raison de tout ce qui se passe autour de lui, le protagoniste doit s'adapter. Cependant, un loup nommé Parker a continué à le poursuivre à tout prix. C'est pourquoi il est si habitué à cela qu'il lui manque même quand il est absent. Pendant ce temps, quelque chose atterrit sur le dos du garçon. Il lève les yeux et remarque quelque chose. Son expression change rapidement lorsqu'il rencontre un gorille géant se précipitant vers lui. Cependant, le jeune homme Madman réussit à échapper à l'attaque et à briser la branche qu'il s'accroche, disant qu'il devrait avoir plus de chance la prochaine fois. En conséquence, le gorille est tombé au sol, mais il se dirigeait vers le loup et finit par le heurter. Pendant ce temps, le protagoniste regarde tout. Peu de temps après, le gorille s'est levé et a regardé le loup apparemment blessé commencer à le charger. Cependant, le protagoniste a déjà avancé vers le gorille et l'a attaqué dans les yeux. Mais ce n'était pas suffisant, alors le gorille a jeté le garçon dans l'arbre. Bientôt, le monstre se précipita à nouveau vers lui. Le jeune homme est exaspéré et dit que c'était une action très stupide de sa part. La scène passe alors au médecin qui demande si le protagoniste a vraiment fait tout cela. Le garçon répondit qu'il ne pouvait pas continuer à échapper aux combats territoriaux et que cela ne résoudrait rien, car partout où il allait, il y aurait toujours un dirigeant. De retour sur la scène, le personnage principal est sur le point d'être attaqué par un gorille. Cependant, le loup finit par apparaître pour protéger le jeune homme. Le garçon a perdu connaissance lorsque les loups ont attaqué le gorille. Il pensait vraiment que c'était sa fin, mais les loups ne l'ont pas attaqué alors qu'il était inconscient, parce qu'ils devaient penser qu'il avait sauvé le petit auparavant, le petit gars qui était le fils du roi loup et le chef des loups rouges. Le temps s'écoule et les loups courent vers cet endroit. À côté d'eux, le protagoniste, avec les loups, court aussi.
En regardant de côté, il remarqua que son ami était fatigué. Alors il le ramassa et recommença à le serrer dans ses bras. Le temps passait et il y avait 2 ans que le garçon était là. C'est pourquoi il semble l'avoir accepté. 3 ans se sont écoulés depuis le piège du jeune homme, qui semble développer ses compétences en escalade. Cependant, il est toujours dans une forêt et il s'est échappé. De plus, il n'a découvert aucune civilisation. Ainsi, il devient membre du clan des loups et continue à participer à la bataille pour le territoire pour la survie de la famille. Encore une fois, le temps passe vite et il est piégé depuis 120 ans. C'est pourquoi il pense qu'il est le seul humain sur cette planète. Dans sa lutte pour survivre, il se fait des amis, mais perd aussi des compagnons. Je me demande combien de temps il est coincé parce qu'il a oublié la date. Il semble que des centaines d'années se soient écoulées. Le médecin se demande comment il est encore en vie et demande si, après être devenu le roi des loups, même après 500 ans, il n'a toujours pas découvert de civilisation. C'est pourquoi il veut savoir comment il est revenu sur Terre. Le garçon répondit qu'il avait commencé une guerre contre les guérilleros pour la montagne lunaire. Ainsi, une grande bataille éclate, avec un protagoniste parmi eux, se précipitant vers l'un des Govung. Cependant, quand il est téléporté à nouveau, quelque chose d'étrange se produit, et quand il ouvre les yeux, il est dans un endroit différent. Pendant ce temps, une fille semble analyser une radio, mentionnant quelque chose de très étrange parce que l'énergie spatiale est au-delà du diagramme. L'autre gars lui a ensuite demandé d'envoyer les coordonnées à l'équipe de contrôle du portail. Alors la fille a fait ce qu'il a demandé. À ce moment-là, un portail a commencé à s'ouvrir. Ainsi, tout le monde a commencé à fuir la zone. Une explosion a eu lieu et la collision a fait tomber tout le monde au sol, surpris qu'une entrée s'est vraiment ouverte. Un gars désespéré ne veut pas mourir et les filles sont prêtes à attaquer, disant qu'elles gagneraient du temps pour fuir. Un autre demande des renforts d'urgence au quartier général. Le portail est devant la jeune fille. Elle dit à l'homme de partir, elle va les couper en morceaux. À ce moment-là, la silhouette d'un homme apparut du portail, laissant la jeune fille complètement choquée par ce qu'elle voyait, et en conséquence, elle était paralysée. À ce moment-là, l'homme a commencé à crier, puis il est sorti par le portail. La fille s'approche du personnage principal, et l'autre garçon est surpris, c'est quelqu'un d'autre. La fille se demande ce qui se passe avec le pouvoir, une pression jamais ressentie, même contre les monstres et donjons avancés. Elle veut savoir qui est le personnage principal. La situation est résolue, le garçon est un rapatrié, il devrait appeler une ambulance. Ensuite, le professeur remercie le garçon pour tout ce qu'il a fait. Son témoignage et son examen médical seront partagés avec le centre de réveil. Il semble sain et devrait être libéré sous peu. Peu de temps après, le garçon appelle de nouveau le médecin et dit que c'était la première fois qu'il parlait à son être civilisé en 1000 ans. Alors il remercie le médecin d'avoir écouté son histoire. Le médecin lui a dit qu'il avait partagé une histoire très précieuse et qu'il devrait donc être celui qui le remercie. Puis il a quitté la pièce. En marchant, il pensait que le garçon était un patient très intéressant et que ses histoires étaient vivantes et détaillées, ce qui ferait de lui un grand romancier. La scène passe alors au bureau central réveillé, où la jeune fille leur demande s'ils sont sûrs que l'information est correcte, car elle ne semble pas être correcte. L'homme demande alors ce qui ne va pas avec elle. La fille a répondu que la carte disait qu'il était un effort pour Frank. L'homme a expliqué qu'il était un rare patient de classe F, ce qui était une honte, car s'il était de classe E, il aurait reçu des prestations d'invalidité du gouvernement. La fille regarde la carte du personnage principal et dit que s'il est un Frank, c'est une personne ordinaire. Elle se demande comment il a passé un portail. Le gars répond qu'il a eu de la chance et est tombé sur la pierre du retour. Il demande si elle veut voir le rapport du médecin. La jeune fille lit les messages, car c'est une maladie courante parmi les rapatriés de Frank. Il se comporte comme un loup. Rappelant l'expression du personnage principal, elle se demande si ce n'est pas son imagination et demande si c'est le document Park. L'homme confirme qu'ils doivent traiter un rapatrié en conséquence. La jeune fille demande à être livrée en personne. Les hommes se demandent pourquoi. Elle a répondu qu'elle avait besoin de le voir de ses propres yeux. 2 semaines se sont écoulées depuis son retour sur Terre après 1000 ans dans un autre monde. Il veut y retourner, mais maintenant tout semble étrange. Il ne sait pas comment vivre à partir de ce jour. Une fille apparaît et lui dit qu'il est temps de manger. Elle lui tend de la nourriture et il la mange immédiatement. Une autre fille apparaît et remarque la façon dont il mange. Park voit la fille à ses côtés. Il a été révélé qu'elle s'appelait Choi et qu'elle venait du bureau du centre d'éveil. Parker se leva et dit que l'odeur est celle d'une blonde. Il semble donc très familier. Kota répond qu'elle est la première personne qu'il rencontre quand il revient pour réfléchir, disant qu'il sort du portail comme un prédateur absolument. Cependant, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec ses capacités sensorielles. Après avoir fini le repas, Park a dit que c'était bon et a demandé de quoi s'agissait le bureau central de l'éveil. Puis, la jeune fille lui demanda pourquoi il lui parlait si décontracté. Park a répondu qu'il avait plus de 1000 ans et que la jeune fille ne semblait pas le croire, disant que le bureau du centre de réveil était une organisation conçue pour aider les avocats ou simplement une société.
Ce sont donc des informations que les rapatriés doivent connaître. Il peut passer autant de temps qu'il veut aller lire. Maintenant, il devrait signer et accepter de partager ces informations. Peu de temps après, Parker prit le stylo et dit qu'il n'avait pas vu l'objet depuis longtemps. Même ainsi, 1000 ans après son retour, ils utilisaient encore cet outil. Peu après, Parker signe le papier. Observant le personnage principal, Troy se demande s'il n'est rien d'autre qu'un idiot. Immédiatement après, elle appelle à nouveau le garçon. Puis elle lui demanda ce qu'elle voulait. Troy lui demanda s'il avait appris à dessiner à cet endroit. Le protagoniste répond qu'il savait déjà dessiner auparavant. Troy lui demande s'il a appris quelque chose de différent, comme la magie ou les arts martiaux. Parker répond non, car il vit dans la forêt et il doit faire beaucoup de choses pour survivre. La fille commente ensuite qu'il a passé 10 ans à courir partout pour survivre et qu'il est nécessaire de tuer les monstres et de voler leur énergie dimensionnelle pour devenir le vrai retourneur capable de traverser le portail. Cependant, elle mentionne que malgré avoir survécu dans une dimension aussi dangereuse, il n'a réussi à traverser le portail et à trouver la pierre du retour que par chance. Park a répondu qu'il n'était pas resté là-bas depuis 10 ans, mais 1000 ans. Troy est furieux. Il dit que ce n'est pas 1000 ans, mais 10 ans, et qu'il a tort. Troy lui a demandé de vérifier ces informations. Il a disparu en 2015 et est revenu en 2025 via un portail. La fille confirme et lui remet son identification éveillée. Troy mentionne qu'une partie de ses dépenses sera déduite à cause des dommages et qu'il devrait se renseigner. Elle suggère de retourner chez sa famille après rétablissement. Troy dit au revoir et part. Park Geun-hye a réfléchi aux paroles de la jeune fille. Il veut savoir si sa famille est toujours en vie. Auparavant, il avait tout abandonné, pensant que même s'il retournait sur Terre, ses amis et sa famille seraient morts. Maintenant qu'il est de retour, il doit faire face au fait qu'il a perdu la famille de la forêt qui l'accompagne depuis 1000 ans. Ce n'est qu'une hypothèse, seulement 10 années passées. Après vérification des documents, Park Geun-hye est choqué. Il a découvert que ses parents étaient morts ce jour-là. Cependant, tout n'est pas perdu, car son frère cadet Juno est toujours en vie. Désespéré, Park essaie rapidement de quitter l'hôpital et se précipite vers le médecin. Le médecin demande s'il y a un problème et Parker répond qu'il a besoin de son aide car son frère est toujours en vie et il se demande si le médecin peut le trouver. Le médecin hésite à dire qu'il ne croit pas que Park soit prêt à retourner dans la société et qu'il doit d'abord vérifier la situation. Le résident Park a répondu que le médecin ne comprenait pas la gravité de la situation parce qu'il n'était pas allé demander la permission. À ce moment-là, le médecin a fait un geste indiquant qu'il n'avait rien mentionné, qu'il y avait une situation. Peu de temps après, le garçon était déjà dans une voiture, remerciant le médecin et promettant de ne pas oublier la faveur. Le médecin a répondu qu'il resterait en contact. Avant de partir, il demande au chauffeur de s'assurer que Parker arrive en sécurité, car il n'est pas complètement rétabli. Lorsque la voiture est partie, la jeune fille a commenté que le médecin avait couvert tous les frais médicaux de Park Geun-hye, fourni des vêtements et même un chauffeur. Elle lui demande pourquoi il fait tout cela pour Park, car les bureaux centraux ignorent généralement les retournées du comportement de classement. Le médecin a répondu qu'il voulait continuer à entendre l'histoire de l'homme et qu'en plus, il devait réparer la poignée de la porte au plus vite. La jeune fille se souvient étonnée de comment la poignée de la porte a été endommagée par un appel téléphonique lorsque Park a ouvert la porte à la hâte. Plus tard, le médecin a rapporté à son cabinet que c'était la deuxième fois que la poignée de porte était cassée. Il a commenté qu'il n'avait pas senti d'irrégularité depuis longtemps. Pendant ce temps, Park est toujours dans le taxi. Un reportage de presse indique que le monstre s'est échappé dans un champ non protégé de la province à 15 heures ce jour-là. Cette erreur se produit en raison d'un calcul erroné lors de l'interruption du portail. Les monstres encerclent la région. La situation devrait être résolue dans une 50aine de minutes. 2 attaques ont été neutralisées, mais 12 soldats éveillés sont morts. Tandis qu'il écoutait les nouvelles, Park regardait attentivement. Les flashbacks du docteur apparaissent et il mentionne que le monde a changé radicalement et est devenu un endroit complètement différent après la catastrophe. Le médecin a commenté que s'il était réveillé, il quitterait son emploi médiocre et deviendrait riche en chassant dans les champs. Le protagoniste demande alors ce que c'est. L'homme a répondu que Park Geun-hye devait lui avoir frappé fort la tête et ne le savait même pas. Park, à son tour, lui a demandé des explications. Il y a 10 ans, une porte ouverte au monde entier. C'est pourquoi ce jour est appelé la Grande Tribulation. C'était la première fusion dimensionnelle de leur monde, connectée à plusieurs autres mondes, envahis par des monstres. Ce jour-là, 10% de la population mondiale a disparu. L'armée de l'époque n'était pas suffisante pour arrêter les monstres qui apparaissaient partout. Alors dans les zones où la puissance militaire était faible, des mercenaires étaient envoyés. Les personnes disparues lors des catastrophes ou les soi-disant éveillés ont reçu une licence de mercenaire et une autorisation de chasser des monstres. Park lui demande alors comment ils deviennent mercenaires. L'homme a éclaté de rire et a dit que c'était difficile pour une personne ordinaire parce qu'il fallait d'abord se réveiller. Après cela, il vous suffit de passer le test mercenaire. Au bureau central de l'Awakening, le garçon a commenté que cela semblait assez compliqué. Le temps passe et le garçon semble aller quelque part. Le chauffeur lui dit qu'ils sont arrivés. Il a demandé à Parker s'il pouvait voir la maison devant, car c'était l'adresse indiquée. Peu de temps après, le protagoniste sort de la voiture et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Pendant ce temps, le jeune homme se dirige vers la maison. Une vieille femme l'observa d'en haut et lui demanda qui il était.
Il répondit qu'il était venu pour Cherno. La femme est restée silencieuse et a commenté qu'il portait toujours des couches, mais parlait comme s'il était un adulte. Cependant, Park, il ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire. Elle a répondu que personne de ce nom n'y habitait et lui a demandé de partir. Le garçon se demanda s'il n'était pas venu au mauvais endroit. Cependant, à l'intérieur de la maison, il entend quelques gens discuter. Peu après avoir atteint la porte, il ramassa une feuille de papier qui se trouvait à proximité et se demanda si son frère était endetté. Quelques instants plus tard, le garçon marcha dans la rue, pensant que dans la jungle, la loi du fort prévaut, mais que dans une société civilisée, c'est l'argent qui est le vrai pouvoir. La scène passe ensuite à un bâtiment. Parker entre et présente sa carte de réveil. L'homme lui a dit que sa demande de test mercenaire avait été rejetée parce qu'il ne remplissait pas les exigences. Parker demanda ce qui ne va pas, parce qu'il est un homme éveillé. La personne dans la réponse a déclaré qu'il était classé en F, soit 4 points en dessous du niveau nécessaire. Le garçon a demandé comment cela était possible, puisqu'il avait traversé une entrée il y a 2 semaines. L'une explique que les gens ordinaires meurent en essayant de traverser le portail et que leur corps se divise en 2 moitiés. Elle a continué en disant qu'elle ne croyait pas qu'il l'ait vraiment fait. Quoi qu'il en soit, il peut participer à l'école de l'éveil ou gagner des points et combattre sur le champ de bataille. Et quand il deviendra un véritable éveillé, il devrait revenir et quitter cet endroit. Park considère le système comme très chaotique. Cependant, il est devenu curieux au sujet du champ de gobelins de Siouan. La scène change à un autre endroit à l'intérieur du taxi. Parker a demandé jusqu'où ces murs s'étendaient. Le chauffeur a répondu qu'ils avaient encerclé toute la ville et qu'ils pouvaient alors la voir sur l'application de carte. Il a demandé à Park s'il avait téléchargé l'application car la ville est divisée en 12 zones avec des centaines de portes pour le trafic entre elles. Park observe la situation et décide qu'il doit immédiatement acheter un téléphone portable. Peu de temps après, il a découvert sa destination et le taxi lui a dit qu'ils étaient arrivés à la porte 27 de l'aéroport de Sioux Bay. Le garçon descend de la voiture et fait face à une zone. Il pense que passer par cette porte mènera à un terrain de chasse. Peu de temps après qu'il a commencé à se diriger vers l'endroit, les soldats étaient restés immobiles. Il demande ce que fait le protagoniste là-bas. Il répondit qu'il était venu à la chasse. L'un des soldats est resté silencieux et a demandé à voir sa licence de mercenaire. Cependant, Park a répondu qu'il ne l'avait pas fait. Le soldat a déclaré que les civils ordinaires étaient interdits d'entrer dans cette zone. Puis ils ont remarqué quelque chose à proximité. Un autre soldat leur a demandé de fermer la sortie, mais il était trop tard. Une voiture est arrivée et a traversé la scène. Dans la voiture, une créature dévorait comme un homme. En conséquence, la voiture a percuté un mur. Pendant ce temps, un autre soldat a appelé l'équipe d'urgence à prendre le contrôle de la créature. Les soldats encerclent les véhicules et prenaient des positions de combat. La créature est sortie de la voiture. Les soldats ont ordonné le feu et ont commencé à tirer plusieurs fois sur le monstre. La créature semblait vaincue. Les soldats ont rapporté que la situation était résolue et qu'un monstre qui avait traversé la porte avait été tué. Un autre soldat veut savoir où est allé Park. Il se demandait si Parker avait quitté la région. Il s'est peut-être enfui après avoir vu le monstre. Toutefois, ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, le protagoniste sort de la région et mentionne qu'il s'agit d'un champ. Mais même alors, il peut tout sentir. En outre, il devra s'acheter une voiture pour lui-même. Le garçon regarda autour de lui et se demanda si toutes les autres villes avaient été complètement détruites, à l'exception de la ville du CEO. Par conséquent, il ne pouvait pas y croire. Au bout d'un certain temps, l'humanité tomba. Parker a mentionné que l'obscurité semblait très familière. Il a commencé à marcher dans les ruines, disant qu'il était temps de chasser. Peu de temps après, il est tombé au sol, pensant que son corps se sentait un peu lourd. Pendant ce temps, il observa quelques bâtiments, puis commença à courir rapidement vers eux. Il réussit à les escalader et atteint le sommet de la montagne. Peu de temps après, quelqu'un l'a frappé au visage, mentionnant que c'était longtemps et qu'ils étaient inquiets parce qu'il avait dit qu'il abandonnerait son enfant et fuirait. L'homme semblait reconnaître l'homme. Puis d'autres ont commencé à battre le frère de Juno Parker, disant qu'il avait l'air beaucoup mieux que la dernière fois qu'ils l'avaient vu, lui demandant combien de fois il pensait qu'ils y étaient allés. Peu de temps après, Juno a sorti de l'argent et a mentionné que c'était le paiement qu'il avait reçu. L'homme a compté les factures et a déclaré que les frais mensuels étaient de 8000 BRL et que les intérêts accumulés étaient de plus de 6000 BRL. Donc il y avait encore de l'argent qui manquait. Juno s'excuse avec des larmes aux yeux, disant qu'ils auraient dû attendre 3 jours s'ils ne recevaient pas l'argent. En le frappant à nouveau, l'homme a demandé combien il pensait que 3 jours d'intérêt lui avaient dit d'arrêter de mentir. À ce moment-là, quelqu'un a appelé Juno. Un autre lui demande qui est cet homme. Juno est choqué de se rendre compte que son frère est toujours en vie. Peu de temps après, Park s'est approché, demandant à son frère s'il était Haruno. Ensuite, un flashback montre Juno victime d'intimidation. Immédiatement après, Juno supplie son frère de l'aide. Park l'ignore complètement, laissant Juno seul. Son frère aîné n'a jamais été d'une grande aide. Les flashbacks montrent ensuite une explosion non identifiée à travers le pays. Avec l'explosion, des sphères rouges supplémentaires servant de portails ont commencé à apparaître. Juno regarda tout cela, choqué, et court vers la chambre de sa mère. Ses parents sont heureux de le voir, mais ignorent d'où est l'autre frère. Une explosion a eu lieu, et des monstres ont commencé à apparaître. Pendant ce temps, un œil énorme surveillait Juno. Peu de temps après, il a disparu. De retour au présent, Parker semble heureux, mentionnant qu'il a grandi depuis la dernière fois qu'il a vu Juno. Juno répond qu'il pensait que Park était mort. Immédiatement après, un autre homme interrompt la situation. Il a demandé si cet homme était vraiment le frère de Juno. À ce moment-là,
Parker saisit la tête du garçon, qui fut rejeté quelques secondes plus tard. Juno regarda sous le choc. Le protagoniste a jeté le gars si fort qu'il a volé sur le côté. Les deux Henchy étaient stupéfaits par ce qu'ils venaient de voir. Parker a demandé si son frère était blessé. Il a répondu qu'il allait bien. À ce moment-là, un autre homme se précipita vers le parc. Parker a essayé de lui donner un coup de pied, sans effet. Une personne a cassé la jambe et est tombée, tordue de douleur. L'autre tremblait de peur. Il suppose que le personnage principal est éveillé. Parker a dit à un homme de l'amener. L'homme a répondu qu'il ne l'avait pas blessé et a dit qu'il fallait le croire. Ensuite, il a tendu de l'argent à l'homme, lui disant de partir. Quelques instants plus tard, la nuit tomba. La vieille femme apparut devant le personnage principal et son frère. Le frère aîné demande s'il est sûr que c'est son frère aîné Chu. Parker appelle la femme grand-mère et mentionne qu'il a apporté de la viande. La femme dit qu'il devrait y avoir un lien parce que c'est de la famille. Elle leur dit de se dépêcher car le garçon attend que son père rentre. À l'intérieur, un garçon semble dormir. Parker demanda à Juno si c'était son fils. Juno répondit qu'il s'appelait Gong et qu'il était sa seule richesse. Parker demanda où est la mère du garçon. Juno répond qu'elle est partie pour vivre sa propre vie, mais c'est de sa faute de ne pas fournir assez de nourriture à sa famille. Parker a essayé de changer de sujet et a proposé de boire. Plus tard, ils ont bu à table. Juno répond qu'après la disparition de Park, il a toujours pensé qu'il était mort, mais qu'il était toujours en vie et n'avait même pas vieilli. Parker lui demande combien il doit. Juno dit que c'est environ 220 000 reais brésiliens, mais que ce n'est pas grave car il pense pouvoir gérer sa dette. Il dit qu'il a un boulot maintenant. Le protagoniste lui demande ce qu'il fait. Juno répond qu'il travaille dans un centre logistique. Parker a demandé si le camion était à lui. Juno répond que ce n'est pas le cas et qu'il appartenait autrefois au fils de sa grand-mère, cependant, il l'a loué à elle. Encore une fois, le protagoniste demande ce que le fils de sa grand-mère faisait à ce moment-là. Juno répond qu'il a entendu dire que Park Geun-hye était mort dans la catastrophe. Peu de temps après, le garçon se réveille et se rend compte qu'il y a un chien devant lui. En regardant de côté, il trouva son père. Juno demandant joyeusement si son fils s'était réveillé. Embarrassé, le garçon a demandé qui était cet homme. Son père répondit que c'est son oncle qui l'a fait accepter de lui. Quelques instants plus tard, on a vu le garçon jouer avec le chien. Juno pense qu'il est agréable de voir que le garçon a toujours voulu un chien. Park suggère qu'ils devraient tous les deux travailler ensemble. Cependant, Juno semble perplexe à ce sujet. Parker répond qu'il fera tout le travail et qu'il demande simplement de l'aide pour le camion. Jim, en revanche, ne lui demande pas ce qu'il compte faire. Parker a répondu qu'il voulait chasser les monstres. Cela a fait Juno complètement surpris par ce qu'il venait d'entendre. Quelque temps plus tard, la scène passe au centre de commandement. La fille félicite le personnage principal. Le personnage principal s'inscrit comme un être éveillé. D'une manière ou d'une autre, il a élevé ses attributs en une seule journée. Parker lui a demandé s'il était maintenant un effort de Frank Druid. La fille a répondu que maintenant vous pouvez ouvrir un compte bancaire avec sa carte d'identité. Elle a dit qu'il pouvait effectuer des transactions financières, lui remettre quelque chose. Elle a mentionné que c'était un petit cadeau qui était utilisé pour s'inscrire en tant qu'être éveillé. Aussi, il ne devrait pas oublier de télécharger l'application Wake Center. Elle lui dit de recueillir suffisamment d'énergie spatiale pour devenir Hain. Il devrait être admissible à une pension et à de nombreuses autres prestations. Elle demande au protagoniste s'il sait comment ouvrir la fenêtre d'état. Ou interface a changé en raison de problèmes techniques récents. À ce moment-là, Park se prononçait le mot-clé. L'écran du système apparaît avec toutes ses statistiques. Observant cela, Park Geun-hye se demande pourquoi ses attributs sont si bas. La scène passe ensuite au camion appartenant au frère de Park Geun-hye. Il était content parce que son frère avait réussi à obtenir le téléphone. Il le félicite d'être officiellement devenu un être éveillé. Au cours de l'appel, il a dit qu'il était en route, donc il y retrouverait son frère après avoir livré la dernière livraison. Maintenant que Parker est devenu un éveillé sur le papier, il ne reste plus qu'à l'épreuve des mercenaires. Cependant, Parker répond qu'avant de le faire, il devrait payer ses dettes. Juno répond qu'il est toujours à Frank, donc il pense qu'ils ne sont pas prêts à chasser le monstre. Cependant, le personnage principal pense à lui, et bien sûr, il n'est pas étonnant qu'il s'agisse vraiment de son frère. Il semble complètement changé. Alors qu'il se dirige vers l'endroit, le protagoniste dit que la porte semble être fermée. Pendant ce temps, sur la route 77, un groupe semble pressé car ils vont rater leur course. À l'intérieur de la voiture, un groupe de personnes semblait nerveux. Une autre personne leur a dit de se détendre. Il leur demanda pourquoi ils avaient peur, car ils étaient réveillés après tout. Il leur rappela qu'ils pouvaient devenir des raiders de la guilde et nettoyer ce donjon. Ces gens font cela pour de l'argent, et cela en vaut la peine grâce à eux. Peu de temps après, le soldat appelle le prochain. L'homme est donc surpris que le protagoniste apparaît à nouveau à cet endroit. Le soldat lui demanda s'il était seul. Park Geun-hye a répondu qu'il l'était. Peu après que Park ait mis sa carte sur le lecteur, le soldat a commencé à récupérer les données sur le personnage principal. Parker savait qu'il s'agissait d'un classement limité et qu'il ne pouvait pas entrer dans aucun donjon. L'homme observait alors le personnage principal, seul. Un autre soldat lui demanda s'il pensait que le personnage principal irait bien sans bon équipement. Mais l'autre lui dit de ne pas s'inquiéter.
car c'est celui qui a combattu seul les 7 gobelins à la porte 27. Une personne dans la voiture, jalouse du protagoniste, se demande ce qu'il va faire et pense que Park est fou. Puis un soldat s'excusa pour le retard, disant qu'il avait rencontré des problèmes techniques. Après vérification, le gars dit à son ami d'accélérer car il suivait le personnage principal. Mais le garçon vient d'apparaître au milieu du tunnel. Guy, le propriétaire du magasin, veut savoir où Parker est allé et pense qu'il pourrait avoir rencontré quelque chose d'intéressant. Pendant ce temps, la scène passe à la forêt où Park traverse l'endroit. Après un moment, il s'est arrêté et a dit que ceci devait être l'état actuel de son corps. On dirait que Park est devenu très faible. Il doit se motiver pour s'améliorer et recommencer à s'entraîner. Il regardait quelque chose et semblait surpris. Il entendit des bruits étranges et il devina que c'était probablement le bruit d'une bataille d'épée. Un peu plus loin, le garçon remarqua quelque chose et il pensait que le bruit venait de cette direction. Quelques instants plus tard, le jeune homme sourit, pensant que c'était une bonne occasion de combattre entre des hommes civilisés plutôt que des bêtes. Par conséquent, il ne peut pas manquer. Ensuite, la scène change à quelqu'un qui a perdu son bras. Au-dessus de cette bataille, le protagoniste observe froidement que, au milieu de l'agitation, une foule est encerclée. Parker était exaspéré et a dit qu'il semblait qu'il leur fallait toute la journée pour commencer à tuer. Pendant ce temps, un homme sort d'une voiture. Il a demandé pourquoi il avait fallu si longtemps pour traiter avec ces gens. Le soldat qui regardait cet homme semblait surpris, puis agacé. Cet homme leur a dit de s'en occuper tout de suite. Un autre homme a offert une récompense de 200 000 réals brésiliens. Le protagoniste observe, étonné du montant même pour tuer l'homme. Le soldat qui regardait semblait surpris. Le groupe semblait prêt à éliminer ces gens. L'homme confirme la prime, donc il devrait l'attraper. Cependant, ce groupe n'était pas très confiant. À ce moment-là, l'homme se précipita vers la foule. En quelques secondes, le personnage principal apparaît et se dirige vers les autres soldats. La personne qui regardait Park devenait confuse. Un autre soldat se demandait qui était cette personne, puis se dirigea vers lui. Le gars a demandé qui il était. Parker lui demanda vraiment si la récompense pour sa tête était aussi haute. L'homme veut savoir qui est le garçon, à qui Park répond qu'il a besoin de beaucoup d'argent. Les subordonnés de cet homme demandent qui il pourrait être. Peu après, l'homme se moque du personnage principal, disant qu'il ne semble pas faire partie du bureau central et qu'il devrait s'occuper de ses propres affaires. À ce moment-là, le personnage principal ressent quelque chose d'étrange et se demande ce qui se passe dans son corps. L'homme explique que Park le regarde dans les yeux depuis plus de 5 secondes, ce qui signifie qu'il ne peut plus bouger. Peu après, l'homme ordonne à ses soldats de charger Parker, qui pointe son épée sur le garçon. Le protagoniste recommence à bouger, choquant tout le monde. Avec un sourire, Park demande si c'est de la magie et dit que c'est très drôle. L'homme utilise à nouveau son pouvoir pour immobiliser le protagoniste, qui dit que c'est attendu puisqu'il n'est pas une petite mouche. Il sort son poignard et dit que cet homme devrait réfléchir à 2 fois avant de le déranger. Mais Park attaque l'homme, qui semble blessé. Parker lui demande s'il a d'autres trucs. Il a ensuite frappé l'homme, suivi d'une série de coups de poing. L'homme a été rejeté, où il semblait vaincu. Park Joon-hee a déclaré que tout cela était ennuyeux. Un autre pense que Park doit être extrêmement fort pour gérer cette personne aussi facilement, et il veut savoir qui est vraiment le personnage principal. Pendant ce temps, les soldats regardent le garçon. Park demande aux soldats s'ils veulent encore se battre. L'organisation répond que non. Peu après, le protagoniste montre un endroit et leur dit d'y aller. Il demande si quelqu'un a une corde. L'un d'eux répond qu'il en a une. Les protagonistes demandent alors quelle est leur récompense. Le groupe dit qu'ils n'ont pas de prime, qu'ils doivent coopérer avec cette personne ou mourir. Sauver cet homme lui suffirait pour être riche. En larmes, l'homme ne croit pas que ses compagnons l'ont trahi et abandonné après tant d'aide. Park Joon-hee lui a demandé s'il s'est enfin réveillé. Le groupe a commencé à insulter l'homme, en disant qu'il n'était qu'une merde. Le garçon demanda alors s'il ne gagnerait rien pour se débarrasser de ces gens. Puis un autre mentionne qu'ils mentent et qu'ils sont tous des criminels. Certains d'entre eux doivent avoir un bonus. L'organisation dit que ce n'est pas vrai, prétendant qu'ils ne sont que des vagabonds inutiles. Parker est appelé par l'homme pour lui demander ce qu'il y a dans les lois de la ville qui lui donnent une liberté totale. Ce lieu est vraiment libre. Si vous le laissez partir, il fera tout pour que Park Joon-hee vive comme un roi. Le protagoniste donne un coup de pied à l'homme et lui dit de se taire. L'homme semble s'évanouir. Parker demande s'il y a une récompense pour tous ces hommes. L'homme répond oui, car la plupart ont été d'anciens détenus. L'homme est mécontent et pense que c'est sa fin. Parker leur demande s'ils sont trop nombreux à emporter. Le garçon répond qu'ils peuvent les laisser derrière eux. Le personnage principal réplique qu'il est temps pour tout le monde de faire une sieste. Après un moment, la scène passe à une voiture roulant sur la route. À l'intérieur du véhicule, le garçon dit qu'ils ont vraiment besoin de l'aide de Parker et qu'ils doivent se rembourser d'une manière ou d'une autre. Cependant, le protagoniste rétorque qu'ils ne le font pas exprès.
Ensuite, un autre personnage explique qu'ils ont réussi à sortir vivants de cet endroit grâce à Parker. Parker a déclaré qu'il pourrait faire quelque chose pour lui s'il voulait le considérer de cette manière. Le groupe commence alors à poser quelques questions, telles que la nature de ses pouvoirs et capacités particulières. Bonds a déclaré que sa capacité éveillée était l'épée et qu'il a appris grâce au livre de compétences. Parker a été surpris de réaliser qu'on pouvait apprendre la magie à travers les livres. L'homme était également surpris et a demandé si Park ne savait vraiment pas ce qu'était un livre de compétences. Le protagoniste pense qu'il serait bon d'apprendre quelques capacités magiques de combat, car elles pourraient être utiles. Devant lui, une énorme lumière entourait la région. Il a demandé si c'était une entrée. Surpris par la question, le garçon dit oui et explique qu'il s'agit d'un donjon de niveau 1, le plus bas, et qu'ils ont l'intention d'y aller. Park a dit que c'était dommage, car s'il avait au moins une licence de mercenaire, il pourrait peut-être y aller. L'homme, choqué par ce qu'il a entendu, a demandé à Monsieur Park s'il était vrai qu'il n'avait pas de permis de conduire. Park a répondu qu'il ne l'avait pas vraiment fait. Lorsqu'un portable s'ouvre, les militaires protègent d'abord la zone et tout monstre trouvé dans les champs n'est qu'un petit alvéin qui a survécu à l'attaque. Et l'expérience acquise dans les domaines de niveau inférieur qui ont ouvert un niveau de copie, le niveau E, peut vous permettre de dépasser ce niveau. En d'autres termes, vous devriez aller au deuxième niveau, le donjon. L'homme se demandait toujours comment ce débutant qui n'était même pas allé dans un dungeon de premier niveau avait vaincu ce niveau C. Parker remarqua que l'homme le regardait et lui demandait ce qu'il voulait. L'homme s'est excusé et lui a demandé s'il pouvait connaître le grade de Park. Alors Kim lui dit que c'est Frank, laissant l'homme complètement abasourdi par ce qu'il entend. Park lui demande alors quelle aide il devrait demander. La scène passe à un portail. Une personne apparaît, celle qui était précédemment dans la région. Son équipe semble être blessée après avoir pénétré dans le portail. À cause de tout ce qui s'est passé pendant la bataille, un autre garçon a perdu une main. Ils ont donc besoin d'un médecin rapidement. L'homme était agacé et se demandait si quelqu'un avait obtenu une licence de mercenaire ces jours-ci. La première chose qu'il devait faire après son retour à la guilde était de punir l'homme qui avait choisi ces imbéciles. Cependant, un autre garçon lui a demandé de se calmer, disant qu'il ne devrait pas être si dur avec les novices, connaissant la situation de la guilde ces jours-ci. Même sachant tout cela, l'homme reste déprimé. Il pensait que les gens de parents riches pouvaient facilement entrer dans cet endroit et se réveiller, après quoi leurs parents engageaient des mercenaires pour les emmener à travers le donjon. Soudain, ils sont prêts à rejoindre la guilde et à aller en mission. Cependant, ce sont les membres du Sanhédrin qui acceptent la souffrance de ceux qui ne servent à rien. Le gars, remarquant la colère de son capitaine, leur demande s'ils ne devraient pas se calmer et suggère de boire un verre. Il demande alors comment tout se passe, puisqu'un donjon de niveau 1 est sur le point de disparaître. Il a demandé s'il y avait quelque chose qui se passait, et l'un des soldats a répondu que quelque chose d'important s'était passé parce que quelqu'un venait de leur remettre les piégeux. Il y avait un soldat de classe C parmi les prisonniers qui devait avoir entendu parler de lui. L'homme a demandé s'il y avait des hauts fonctionnaires qui devaient lui rendre visite au camp ce jour-là. Mais le soldat a dit non, disant qu'il était un novice de classe F et qu'il n'avait même pas de licence de mercenaire. Alors, il a capturé l'homme. Un homme a demandé comment cela était arrivé. Le soldat a répondu qu'il ne connaissait pas les détails, mais selon des témoins oculaires, la classe F avait simplement frappé l'homme. L'homme a été surpris et a deviné qu'il pourrait être celui qu'il avait vu auparavant dans le tunnel. Il a demandé où était passée cette classe F. Le soldat répondit qu'il l'avait vu se diriger vers l'entrée. L'homme se dirigea vers le portail, pensant qu'il devait voir de ses propres yeux la capacité du jeune homme, et si cela en valait la peine, il pourrait peut-être obtenir quelque chose de cette histoire. Peu de temps après, l'homme se retrouva dans un camion. Un autre lui demanda alors le problème. Demanda l'homme avec le garçon qui venait d'entrer dans le portail. Pendant ce temps, le protagoniste et son frère entrent dans un portail, mentionnant que cette fois, cela ne fait pas mal du tout, et que les vêtements semblent bien faits. Les juniors répondirent que les objets sans énergie spatiale ne pouvaient pas passer par le portail, mais comme ils venaient de le voir, ces vêtements étaient en douceur, car ils étaient faits de matériaux de la ville souterraine. Regardez de côté. Pourquoi? Parker semblait perplexe et demanda la chose devant lui. Junior a alors répondu que c'était appelé la porte, et que le portail qu'ils venaient d'entrer était l'une des plusieurs portes qui entraient dans les 38 donjons en même temps. Tous les deux furent surpris. Parker a demandé pourquoi la porte avait disparu, puis l'homme a répondu que la porte réapparaîtrait une fois qu'ils auraient terminé le donjon. Le personnage principal demande s'ils doivent tuer tous les monstres. Le garçon a répondu que non, ils avaient juste besoin de tuer le plus fort, Boss Stretch, et notre garçon a répondu qu'il finirait cela bientôt. Cependant, le junior lui demande d'attendre, mais le protagoniste ne semble rien entendre, donc si vous sautez vite. L'homme a été choqué, ignorant que l'autre partie pensait qu'il était selon la rumeur. Avec sa force, il pouvait battre le record du temps de passage du donjon de premier niveau. Cependant, il a rapidement réalisé que sans capacité de suivre, il était impossible de trouver la porte dans le délai imparti. S'ils étaient coincés, ils pourraient disparaître avec le portail. La scène revient à l'homme avec l'analyseur. La porte par laquelle le protagoniste est entré vient de se fermer. Cela a rendu l'homme très en colère contre ce qu'il avait entendu.
La scène revient à l'intérieur du portail du personnage principal. Il y a des monstres errants. Cependant, l'un d'entre eux a été soudainement touché et rejeté en arrière. Park observe tout et dit qu'il transporte quelque chose d'intéressant. Il commence à extraire les pierres à l'intérieur, mentionnant qu'après les avoir tués tous les trois, il y a un seul cristal de sang. Cependant, l'important maintenant est la mise à niveau. Pendant ce temps, le gars regarde tout ce que Park a fait et se demande combien de monstres il a tués. Peu de temps après, le garçon a utilisé sa capacité de suivi et a trouvé la position du protagoniste qui vérifiait ses attributs. Il mentionne qu'il pouvait acheter 2 capacités avec 102 points de réalisation. Puis il a acheté une compétence d'apprivoisation. À ce moment-là, 2 monstres se précipitèrent. En remarquant cela, il a commencé à les fixer et à les battre facilement. Le système l'a informé qu'il avait obtenu un accomplissement. Le système l'informe de nouveau qu'il y a eu une erreur grave en raison d'un conflit de synchronisation de données en cours. Partiellement confus et se demandant de quoi il s'agissait, le garçon aurait passé au niveau 2. Cependant, ses attributs avaient augmenté comme d'habitude. Il a donc continué et acheté les 3 capacités mentales avec 100 points. Le système lui a alors informé qu'il avait finalement acquis la capacité. Le garçon a alors invoqué l'esprit de l'arbre. Un rayon de lumière commença à s'envelopper et une sorte d'elfe vert commença à apparaître. Parker a été surpris, et quand il l'a vu pour la première fois dans la jungle, il pensait que c'était une sorte de luciole. Il a demandé à l'esprit de l'arbre de chercher le gobelin disparu. Suivant les ordres du protagoniste, l'esprit commence à chercher le monstre disparu. Parker a déclaré que l'esprit de l'arbre transportait les souvenirs lus de la végétation et des arbres. Mais c'est pourtant lent. Je ne sais pas si c'est parce que mon niveau est bas. Il a commencé à analyser sa fenêtre d'état et ses capacités. Il remarque alors qu'il possède 2 capacités, l'une de recherche et l'autre de suivi. Pour cette raison, il a acheté les 2. Il posa la main sur le sol et utilisa ses capacités de recherche en déclarant que c'était un point de référence. Il utilise ensuite la capacité de suivi et reçoit le message que le gobelin est mort. En regardant à côté, il pensait que ce n'était pas juste un ordinaire. Puis, il se précipita vers l'endroit, abasourdi par la vision. Le garçon a été attaqué par un monstre tout à l'heure. Park lui a demandé ce qu'il faisait. Puis il sourit, heureux que le protagoniste soit de retour. Le jeune homme lui demanda alors s'il avait dit qu'il voulait chasser seul. Cependant, il répondit que c'est lui qui est poursuivi. Il supplie alors le protagoniste de l'aider. Le protagoniste s'est précipité vers la créature et a réussi à bloquer l'attaque. Il reprend sa posture, mais quelques secondes plus tard, Parker frappe de nouveau, jetant la créature sur le rocher. Le monstre était couvert de sang. Il a tué le monstre et le système lui a demandé de passer à niveau. Il a gagné 120 points de succès. Le jeune homme observe le protagoniste et est étonné de son habileté. Parker pensa que la porte devrait être ouverte. Le jeune homme confirma. Au bout d'un moment, ils avaient quitté le portail et le groupe précédent les regardait. L'un des hommes s'est demandé s'il s'agissait de la même personne qui avait capturé l'homme de la Prime. Il a mentionné que le capitaine Kang avait demandé de contacter si le personnage principal revenait. L'homme se demandait quel était l'heure d'achèvement de cette copie. Pendant ce temps, le garçon a dit qu'il avait besoin de revenir chez ses coéquipiers. Alors il a dit qu'il contacterait plus tard. Park a à son tour confirmé cela, affirmant qu'il laisserait tous ses vêtements dans l'entrepôt. La scène se déplace ensuite à cette position où Park a changé de vêtements et mentionne qu'il a faim. Cependant, il est surpris et apparaît, demandant si son nom est Park. Le garçon demanda qui il est. L'homme s'est présenté comme Kang, capitaine de la 27e équipe de combat de la guilde. Quelques minutes plus tard, le protagoniste et l'inconnu semblent discuter de quelque chose. Pendant ce temps, Parker lui demande s'il vient de la guilde de Sheila. L'homme l'invite alors à rejoindre sa guilde, offrant de fournir un environnement pour l'aider à grandir. Cependant, le garçon a répondu que cela ne l'intéressait pas. L'homme est agacé et demande ce qui ne va pas à l'enfant parce qu'il refuse de rejoindre la guilde. Sans même réfléchir, il a dit que s'il était déjà en contact avec la guilde, il pouvait officiellement offrir une offre. Le garçon a répondu qu'il n'avait aucun sentiment de culpabilité. L'homme a dit qu'ils étaient peut-être 4e, mais il devait savoir qu'il n'y avait presque aucune différence de force entre les meilleures guildes. Cependant, le garçon répondit qu'il n'aimait pas être commandé par quelqu'un d'autre. Le temps s'est écoulé. Parker est rentré à la maison et dit qu'il semble être de retour. Quand il s'est allongé, il a pensé qu'il pourrait passer un bon moment comme père et fils. Une vieille femme est apparue et a demandé pourquoi les jeunes d'aujourd'hui aiment autant manquer de respect. La protagoniste répond qu'elle devrait s'asseoir, car le temps est parfait pour une sieste. La femme a répondu qu'elle accrochait ses vêtements et n'avait pas le temps. Voyant sa grand-mère faire tout seul, le garçon l'aide. Puis la grand-mère lui demanda s'il est bien le frère de Juno. Il répond qu'il l'est. La femme a mentionné que c'était une surprise car Benjamin était chez eux, mais Park a répondu que c'était tout le contraire. La femme a répondu que des monstres étranges sont apparus et ont causé des dégâts. Elle ne pensait pas qu'il serait étrange d'avoir l'air jeune. Elle a dit qu'il n'avait pas vu son frère depuis 10 ans. Elle se demande s'il prendra soin de lui et ne brisera plus le cœur de sa famille. En entendant la femme, Park sourit.
Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne mourrait pas si facilement. Le frère du garçon et son fils sont apparus. Ils saluent Ben, le protagoniste. Park a tendu un morceau de papier à l'homme. L'homme avait l'air confus et a demandé ce qu'il s'agissait. Park explique qu'il devrait utiliser l'argent pour sa vie. Il lui dit de rembourser rapidement sa dette pour qu'ils puissent dîner ensemble. Son frère demanda comment il pourrait rembourser une telle faveur. Park lui dit de ne pas être trop sentimental et de partir. L'homme est parti en larmes aux yeux. Park Jun-hye a ensuite crié à son frère. Il lui a demandé s'il avait assez d'argent pour la nourriture et les boissons sur le chemin du retour. L'homme répondit qu'il reviendrait avant qu'il ne le remarque. Parker est resté sur la terrasse et s'occupe de son neveu. À ce moment-là, un écran apparaît indiquant que la cible le suit et lui demande de dire le nom de la cible. Parker ne savait pas comment appeler le chien. L'enfant a suggéré de l'appeler Baku. Park a répondu que ce nom était approprié. Dès cet instant, le chien s'appellera Baku. Le temps est passé. L'enfant allongé dit qu'il a faim et se demande pourquoi son père n'est pas encore arrivé. Remarquant le camion de son frère, Park pense que son frère est arrivé, alors il décide d'aller le accueillir. Peu de temps après, l'enfant se dirige vers le camion avec un des personnages principaux. Cependant, l'homme, couvert de sang, s'est effondré au sol. Parker voit la scène et se demande ce qui se passe. Au bout d'un moment, la scène se déplace dans un immeuble la nuit. Pendant ce temps, un groupe de personnes dans le bâtiment semblait jouer aux cartes. Un homme a demandé si le combat devait commencer cette semaine. Un autre homme a répondu oui, en disant que toutes les communautés en ligne pariaient sur un gars nommé Mijo. L'homme a demandé à Horizon s'il y avait des nouvelles parce qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent la dernière fois qu'ils y étaient allés. À ce moment-là, quelqu'un frappa fort à la porte. L'homme, agacé, demanda quel son c'était. Les autres se lèvent pour voir ce qui se passe. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et une silhouette ensanglantée apparut. Immédiatement, quelqu'un a attrapé l'homme par la tête et l'a traîné dehors. Les gens veulent comprendre ce qui se passe. Un regard vif se dirigea vers la porte et, dès cet instant, le chaos régna. Le groupe était choqué et ne comprenait pas ce qui se passait. En quelques secondes, une armoire et une arme sont jetées sur eux. Une agitation éclata. Plusieurs personnes ont été jetées partout. Le patron regarde tout cela et est surpris, car le protagoniste a tué tout le monde en quelques secondes. Un autre homme lui a demandé s'il savait qui était cette personne. L'homme répondit qu'il semblait s'être réveillé à ce moment-là. Le protagoniste jette une table à l'homme. Immédiatement après, il monta dessus et lui demanda s'il s'appelait Kim. L'homme, agacé, dit que c'était bien son nom. Le garçon répond que quelqu'un veut régler la dette de Park Jun-ho. L'homme a demandé s'il s'était qualifié de réveillé après avoir frappé des gens honnêtes et travailleurs. Il lui a dit de ne pas penser qu'il allait s'en sortir. À ce moment-là, l'homme a été giflé. Park a demandé pourquoi il avait giflé juste parce qu'il voulait rembourser sa dette. Il a dit que lui et son frère devraient prendre l'argent et partir. Il lui demande pourquoi il a franchi la ligne et a fait cela à son propre frère. L'homme supplie de ne pas le déranger. Park Jun-hye demande si elle veut rembourser sa dette ou si elle avait été battue à mort. L'homme dit qu'il allait tout régler immédiatement. Quelques instants plus tard, tout le groupe s'agenouilla devant Parker et dit qu'à partir de ce moment, leur client, John Rodham, n'aurait plus d'obligations envers eux et que toutes ses dettes seraient payées. Parson répondit qu'ils devraient se considérer morts s'ils les revoyaient. Il leur dit de ne pas traverser son chemin à genoux. Tout cela confirme ce que le garçon a dit. Pourtant, l'un des hommes ne semble toujours pas abandonné. L'homme mentionne que le protagoniste est parti en colère. Les gens qui ont orchestré son plan se demandent si le garçon pense vraiment qu'il n'a personne pour le soutenir. La scène se déplace à nouveau et le président vient de dire qu'il a découvert un nouveau talent. Il a demandé à jeter un œil à cet homme et lui montre des informations sur Park. Cependant, l'homme remarque qu'il n'est qu'une classe F et qu'il s'était seulement inscrit en tant qu'éveillé ce jour-là. Un autre homme déclare qu'ils peuvent regarder de plus près son profil, mais le système informe que l'accès est refusé. Cependant, ils ont réussi à contourner la sécurité et à accéder aux informations, mais ils se demandent toujours pourquoi son profil est confidentiel. Il ne semble pas encore avoir rejoint la guilde, et il semble y avoir beaucoup plus à voir avec son histoire. L'homme demande alors à vérifier ses capacités. Le garçon dit qu'il est une sorte de magicien. D'ailleurs, il a facilement battu quelqu'un avec une grande prime auparavant. Il leur demande s'ils savent que cet homme a disparu depuis 10 ans, ce qui rend la situation étrange. Ils pensent qu'il peut devenir fort grâce à ses capacités et n'avaient jamais imaginé qu'il pourrait devenir membre d'une agence de renseignement. Le garçon dit qu'il devrait renoncer à recruter cet homme parce qu'il appartient à un autre pays. Un autre suggère de prendre un café. Il a demandé pourquoi un agent allait entrer dans un donjon de niveau 1. Encore une fois, l'homme lui demande de garder un œil sur le personnage principal, mais le garçon semble réticent. La scène se transfère dans un hôpital. Le protagoniste rend visite à son frère et lui demande s'il est réveillé. Trudeau a remarqué que son frère est venu et lui a demandé pourquoi il avait acheté autant de nourriture. Juno a répondu qu'il avait entendu dire qu'il mangeait beaucoup et que cela aidait à récupérer. Park et Turn lui demande s'il se sentait mieux.
Juno répondit qu'il pourrait enlever le bandage le lendemain. Puis, il a demandé si son test de mercenaire était demain. Le garçon répondit oui. Juno a dit que ce serait formidable s'il pouvait réussir le test et être invité à rejoindre la guilde. Cependant, le protagoniste ne semble pas vouloir cela. Il était autrefois le roi de la forêt, pensait-il. Donc, il ne pouvait pas joindre un groupe et devenir le serviteur de quelqu'un. Juno lui demanda alors s'il devrait parler à une guilde supérieure pour le laisser joindre. Le garçon répondit qu'il aurait créé sa propre culpabilité et son incrédulité. Vous savez, lui demander s'il allait vraiment créer une guilde plutôt que d'en joindre une. Peu de temps après, la scène se déplace à l'agence des aventuriers. Pendant ce temps, il semble qu'elle traverse le bâtiment. Peu de temps après, un homme âgé l'a appelé. Il lui demande ce qui s'est passé ces derniers jours. Il a mentionné qu'il y avait 2 brèches dans son quartier et que si l'entrée d'hier était une entrée de pont, la ville serait maintenant en ruine. La jeune fille demanda alors s'il ne pouvait rien faire sans elle. Cependant, l'homme lui demande de l'aide car le responsable du département portail le dérange toute la journée. Ce qu'il voulait dire, c'était qu'elle gaspillait son talent. Mais la jeune fille répondit qu'il avait du mal à rester concentré ces derniers temps. L'homme lui tendit un morceau de papier et lui dit de ne pas dire de bêtises et de le lire tout de suite. Lo, à son tour, fut étonnée, car quand elle pensait qu'elle allait enfin se reposer, ils l'envoyèrent au travail manuel. Mais l'homme répondit qu'elle n'était pas la seule et que ce n'était pas la première fois de toute façon. La jeune fille se fâcha et commença à quitter l'endroit. L'homme lui dit immédiatement de ne pas aller partout, refuser les candidats uniquement parce qu'elle était mécontente. Il lui rappela qu'il manquait de gens et avait besoin de tout le monde. Shu répondit qu'il devrait refuser ceux qui ne pouvaient pas se protéger. La scène se déplace rapidement à un autre endroit. Un groupe est en discussion sur la manière de réussir le test. Pendant ce temps, un homme est apparu sur YouTube pour une diffusion en direct. Tout le monde dans cet endroit était impatient de passer l'examen pour la licence de mercenaire. Un autre groupe entre. L'homme souligne qu'il devrait arrêter le ruisseau car les tests allaient commencer. Le personnage principal apparaît et regarde le garçon. Ensuite, le garçon demande si c'est la première fois que Park regarde une diffusion en direct. Quand il demande, Parker lui demande avec qui il parle. Le superviseur se présente et est responsable pour les 3 prochains jours. Les 21 superviseurs évalueront s'ils sont capables pour réussir le test. Tout le monde avait reçu un billet avec un numéro. À leur arrivée, ils choisiront le superviseur par tirage au sort, puis leur nom sera appelé. Ils s'aligneront devant le superviseur. Le personnage principal obtient le marbre 15. Son superviseur est la fille blonde qu'il n'a pas vue depuis longtemps. Le garçon la reconnaît immédiatement. L'homme leur demande de se reposer jusqu'à nouvel ordre. Le garçon, ayant déjà été en direct auparavant, se dirige vers le lieu et crie à ses téléspectateurs qu'il serait difficile de passer le test. Cependant, il semblait qu'il allait partir le lendemain. Il a été révélé que le streamer précédent était également dans la pièce où se trouvait le personnage principal. Regardant de côté, il remarqua que le garçon lui demandait pourquoi il était si excité et avait l'air si triste tout à l'heure. En regardant le protagoniste, il se rend compte que c'est la même personne et lui demande s'il a entendu parler de la folie de la jeune fille blonde, car tout le monde l'appelle sorcière pour une raison. Cette fille est le genre de personne qui élimine quelqu'un parce qu'elle a eu une mauvaise journée. Parker demanda à son tour pourquoi c'était la faute du superviseur et non de ceux qui n'étaient pas préparés. Le garçon est agacé et pense que Parkin a simplement ignoré ses paroles et savait dès le début qu'il était inutile. Le protagoniste répond que les problèmes devraient être résolus en se battant. Le garçon lui demande alors s'il trouve facile de prier rapidement. Et Parker dit que c'est facile. Le garçon irrité dit qu'il devient fou et dit à Parker de le suivre. Shua arrive sur les lieux. Elle remarque que personne n'est là et se demande où ils sont. Les marins coupent dans une arène où le protagoniste et le garçon se préparent à se battre. Le garçon dit que Park aurait dû se battre 2 fois avant de vouloir le combattre, lui demandant s'il connaît TB Kaboom, un YouTube prometteur de boxe. Park demande si c'est une sorte de nourriture, agaçant plus le garçon. Le public est très excité par le match, encourage le streamer disant qu'un de ses passe-temps est d'enseigner les bonnes manières aux enfants irrespectueux comme Park Jun-hye. Le protagoniste commente que tout semble intéressant. Le présentateur avertit Park de ne pas demander les frais hospitaliers après. Il s'avance face au protagoniste avec un coup de poing. Shua apparaît et ordonne à tout le monde de retourner dans la salle d'attente. Le groupe regarde le protagoniste et l'homme. Shua leur demande qui a échoué et que l'un doit prendre la responsabilité. Celui qui perd ne réussira pas le test et devrait continuer à se battre. Le streamer pense que c'était prévu car la femme est folle. Park Jun-hye est prête à se battre.
Le streamer lui a demandé de ne pas être nerveux, lui rappelant que cela avait été demandé par le protagoniste. Park, à son tour, s'est excusé pour ce qui était sur le point de se passer. À ce moment, le garçon se précipita vers Parker, mais quelques secondes plus tard, il reçoit un coup de poing et fut rapidement renversé. Troy regarda cette scène avec surprise, pensant qu'elle ressentait un sentiment d'inconfort qui ne disparaîtrait pas depuis le jour où elle l'avait rencontré. Park regarde Troy et lui demande pourquoi elle semble si distraite, disant que si elle veut combattre deux, elle devrait entrer sur le ring. Il avait une condition, cependant, qu'elle ne puisse pas disqualifier un autre gars s'il le voulait. Troy dit que le garçon doit être fou. Elle entre sur le ring et demande si le jeune homme est irrégulier. Park ne sait pas ce que cela signifie et demande qui c'est. La fille se précipite vers le protagoniste, qui échappe à l'attaque. Troy attaque le jeune homme à plusieurs reprises. Il semble sur la défensive. Juste au moment où elle s'apprête à attaquer encore, Troy dit qu'elle accepte sa demande s'il gagne. Cependant, elle a finalement reçu un coup fatal de la jeune fille, pensant que quelque chose ne va pas car elle doit cacher quelque chose. Peu de temps après, elle est surprise et le protagoniste répond qu'elle est plus forte qu'il ne le pense. La jeune fille est surprise car une partie a pu résister à son attaque. À ce moment-là, elle s'est précipitée vers lui de nouveau et a dit que cette fois c'était vraiment fini. Elle attrape le garçon avec une autre attaque puis lance une série d'attaques contre lui. Cependant, de nulle part, il semble commencer à riposter. Ainsi, il a frappé la jeune fille et a même réussi à briser son bouclier. Toutefois, cela reste insuffisant. Elle était surprise que Park ait brisé son bouclier. Peu après, le garçon l'attaque encore, trouvant cela amusant. Troy dit qu'il est vraiment un irrégulier. Parker, perplexe, demande ce que cela signifie. La jeune fille se rend. Le personnage principal demande pourquoi, la bataille venant de commencer. La jeune fille dit que l'endroit est trop petit pour utiliser ses capacités. Il devrait se battre ailleurs. Park demande s'il y a des filles aussi fortes sur Terre, et Cho dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Peu après, le protagoniste propose de s'accoupler avec elle. Elle le gifle. Pendant ce temps, le streamer se réveille enfin et se demande ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Cho, tellement agacé par cela, commence à s'éloigner. Le gars a été assommé en un seul coup de poing. Il devrait rentrer chez lui car il a gaspillé de l'argent sur les applications et n'a même pas passé les examens. C'est embarrassant de le mentionner. En regardant le personnage principal, le jeune homme semble toujours en colère et lui demande s'il est satisfait de cela. Park a toutefois répondu qu'il n'avait pas été disqualifié. Pendant ce temps, la caméra les regarde et la scène passe à un vieil homme regardant l'ordinateur, complètement surpris que Troy ait perdu. Puis Park Jun-hye appelle Streamer pour partir ensemble. Streamer reste perplexe et demande pourquoi il n'a pas été disqualifié. Park dit qu'il a demandé à Troy d'ignorer sa disqualification. Streamer veut savoir pourquoi le protagoniste a été giflé. Le garçon dit qu'il ne voulait pas le savoir. Peu après, le jeune homme réalise quelque chose et pense que c'est à cause de lui qu'il a été battu. Il convainc la fille d'ignorer l'agitation et de le laisser frapper. Conscient du comportement du protagoniste, le garçon commence à pleurer, pensant que le gars est un vrai homme. Peu après, le gars tombe au sol. À ce moment-là, quelqu'un sur l'interphone appelle Park et lui demande de se rendre au bureau du superviseur le plus rapidement possible. Quelques instants plus tard, notre protagoniste discute avec lui dans le bureau du superviseur et lui demande pourquoi il l'appelle. L'homme a ensuite dit qu'avant qu'il ne parle, vous devriez savoir que tout est enregistré et qu'il l'a vu se battre avec le superviseur Choi. Pour cette raison, il s'étonna qu'un candidat comme lui ait réussi à lutter contre une hiérarchie réveillée, demandant si le garçon avait été réveillé par hasard. Cependant, Park ne savait toujours pas ce que c'était, mentionnant qu'ils avaient posé cette question 2 fois. Ceux qui observent de la situation pensent que Parker a besoin de plus d'informations sur le portail. Le Portal Point relie la Terre aux 3 autres planètes. Le premier, appelé Aruka, était le foyer des elfes et des nymphs. De plus, cette planète a une relation avec la Terre. Ils communiquent de temps en temps, et les humains reviennent des compétences qu'ils ont apprises en relation avec la magie et la création d'artefacts. La planète suivante, appelée Duction, est habitée par des Mémonas et des artistes martiaux qui se battent constamment pour la souveraineté planétaire. Ces guerriers étaient leurs alliés, et Mamonas leurs ennemis, et la dernière planète, appelée Mythe, était dominée par les orques. Pire encore, cette planète est remplie de monstres féroces. Parmi les terriens revenant de 3 planètes, certains ont appris des capacités puissantes et ont découvert que leur puissance de combat était supérieure à celle des éveillés. Ils ont décidé de les classer comme irréguliers. Parker trouve cela trop compliqué, mais sûr que l'endroit où il est allé n'était aucune de ces 3 planètes. Perplexe, le superviseur demande de quelle planète le garçon vient. Parker dit au médecin qu'il a vécu avec des loups depuis plus de 1000 ans. Le protagoniste raconte son histoire. Le superviseur le remercie pour son partage et le laisse retourner dans la salle d'attente. Peu après que le personnage principal a quitté, le superviseur dit que l'histoire est trop ridicule pour être vraie. Un homme apparaît pour se présenter, disant qu'il a entendu quelqu'un l'appeler. Le patron lui demande s'il peut diriger la salle 15. L'homme confirme que c'est la zone sous la responsabilité du capitaine QI
qui s'est échappé. Il veut espionner Park Geun-hye avant de fournir un rapport détaillé. Pendant ce temps, le personnage principal est déjà dans la salle et tous les candidats attendent l'examen. Peu après, tout le monde et leur capitaine s'alignent et l'homme prend le relais de superviseur de la salle 15. Le streamer demande si Choi a été viré. L'homme se présente, disant qu'il surveille les adolescents de 15 ans. Les exigences minimales pour les tests de conditionnement physique sont de 9 secondes pour le sprint de 100 mètres et 1 heure pour compléter le triangle. Les tests commencent rapidement et plusieurs personnes sont disqualifiées. La jeune fille suggère un test plus simple pour un thérapeute. Sang lui demande si elle pense que le monstre va lui montrer pitié parce qu'elle est si guérisseuse. Cette personne appelle le candidat suivant. La main d'introduction a dit que 9 secondes étaient trop faciles et qu'il verrait le personnage principal dans le prochain tour. Sang donna alors le signal et la main commence à courir. Le superviseur a déclaré que cela avait pris 8 secondes au total et qu'il a réussi le test. Ensuite, le prochain candidat est appelé et un personnage principal est préparé. De loin, Hand encourageait le garçon. Quand la course a commencé, Parker a commencé à courir en quelques secondes. Tout le monde était choqué par ce qu'ils avaient vu. Peu de temps après, le directeur reçoit un appel informant que les résultats de l'examen médical du candidat Park Sulu sont sortis et ils étaient surprenants. Pour le test, il y avait des journalistes qui prenaient des photos et enregistraient Park parce qu'il était impressionné. Pendant ce temps, une autre personne a reçu un appel et la jeune fille a dit qu'elle était la miso de l'association et la directrice du centre des rapatriés. Le superviseur au téléphone a dit qu'il allait envoyer des vidéos de Park Geun-hye et elle devait les regarder. En regardant ces vidéos, la jeune fille semblait surprise. Un autre a mentionné que le Major Young pouvait voir à travers les mensonges et a confirmé que le protagoniste disait la vérité dans cette interview. Miso n'est toujours pas convaincu que le rapport du médecin soit vrai. Le garçon est probablement un irrégulier et doit être au moins plus fort que la classe B. Si cette histoire est vraie, Park So est revenu de la 4e planète. Peu de temps après, Miso demande de s'assurer qu'aucun journaliste ne se présente sur le terrain d'entraînement. Le gars mentionne qu'il est trop tard parce que le personnage principal est déjà dans les nouvelles. À ce moment-là, Miso a demandé que tous ces articles soient supprimés immédiatement. La scène passe ensuite à plusieurs photographes prenant des photos de quelqu'un. Pendant ce temps, le personnage principal marche dans la rue avec Han. Miso pense que cela signifie que Pax a traversé un portail sans équipement de protection, mais a réussi en quelque sorte à maintenir sa forme physique, se demandant s'il était classé F pour manque d'énergie dimensionnelle. Si Park revient de la 4e planète, la Corée du Sud pourrait avoir un avantage dans son exploitation. Plusieurs journalistes essayaient d'accéder à une position au-dessus. Pendant ce temps, Park et Han mangent. Han est surpris que tout le monde ne puisse pas le renverser à la première tentative. Remarquant quelqu'un qui le regarde, Park demande ce qui ne va pas. Ham répond que ce n'est rien. Quand on lui apporte de l'eau, il demande au garçon s'il a soif, pensant qu'il suffit de voir le constructeur manger pour montrer qu'il est à un niveau différent. Han pense que Park Geun-hye sera un grand événement à l'avenir. Peu de temps après, Park semblait aller se coucher, dit Han, voyant que ses casiers étaient vides. Il pensait que les autres avaient échoué le test. Pour cette raison, ils auront beaucoup de problèmes. Parker lui demanda pourquoi il pense cela. Le gars a répondu que la prochaine partie du test impliquait des invasions et des donjons, alors plus les équipes avec plus de membres étaient plus faciles, tandis que les équipes avec moins de membres étaient plus difficiles. Parker lui dit de ne pas s'inquiéter, car ils ne veulent pas que plus de gens entendent ce que le garçon a dit, et Hana est surprise de penser qu'il va bien. Mais la situation est différente. Il y a beaucoup de facteurs imprévisibles dans la copie, donc il pense que ce serait plus facile pour les gens avec plus de capacités différentes. Park a dit que s'il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, c'était aussi pour lui demander ce qu'il faisait avec son téléphone quand ils se sont rencontrés. Le garçon a alors répondu qu'il était en direct sur YouTube et a demandé si Parker n'était pas au courant de cela, s'il vivait dans une grotte. Le personnage principal répond oui, parce que c'est comme ça. Han a sorti son téléphone et lui a montré toutes ses caractéristiques. Peu de temps après, Park dit qu'il est vraiment un bon gars. Les deux ont quitté la maison et le garçon pense que son partenaire a tout pour devenir la prochaine star sur YouTube. De plus, il a un corps parfait. C'est pourquoi il est dans les gros titres des records mondiaux battus. Si Park montre une efficacité en combat et invasion de donjons, ce n'est qu'une question de temps, avant qu'elle attire l'attention de toutes les guildes. Park répond que vous aimez vraiment que le garçon vous invite à rejoindre sa tribu. Han est surpris, car il prévoit de créer sa propre tribu. Le jeune homme répond qu'il ne veut pas cela. Han se demande ce qui se passerait s'il faisait une vidéo sur la création du clan et envahissait le donjon avec les meilleurs candidats du test mercenaire de cette année. Peu après, la scène change au garçon qui tombe au sol. La boxe est la seule chose qui peut l'aider à endurer son enfance difficile. Malgré ses échecs constants, il obtient une licence professionnelle.
Malgré cela, il n'a pas perdu espoir, mais une grande catastrophe brisa tous ses espoirs et rêves. Ils disent que l'espoir est la dernière chose à mourir, et c'est pourquoi il est finalement devenu YouTube. De retour au présent, Penn pense que c'est ce qu'il cherchait. Il ne peut pas croire qu'une telle opportunité se présente devant lui et dit qu'il ferait n'importe quoi pour le personnage principal. Arrêtez la voiture, s'il vous plaît. Il a dit qu'il commençait à l'aimer davantage et qu'il tiendrait de sa promesse. Le gars fond en larmes et dit qu'il ne romprait pas sa promesse. Park lui demande pourquoi il a soudainement commencé à pleurer et Andy répond que rien. Ensuite, il demande s'il savait qu'il fallait au moins 3 membres pour créer un clan. Park semble toujours ne pas le savoir. Peu après, un homme inconnu entre dans la pièce. Penn demande pourquoi le moine est là. L'homme se présente comme Miyuki Kim et dit qu'il a été affecté à l'adolescent de 15 ans.